tous, aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu spéciale. On va parler de la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire c'est quoi? C'est une période mise en place par les maisons d'édition pour faire pleurer tous les lecteurs puisqu'il y a beaucoup de livres qui sortent à cette période et qu'évidemment ils ont tous l'air vachement chouettes et qu'on n'a pas le temps de tout lire. Cette année il y en a 567 qui vont sortir entre donc mi-août, début août et mi-octobre. Autant dire que ça en fait beaucoup. Il y a plus de primo-romanciers cette année que les années précédentes, donc tant mieux, ça nous permet de découvrir des nouvelles plumes. Il y aura à peu près 380 romans francophones. Et surtout, c'est vrai, 567 romans, c'est énorme, mais il faut se dire que c'est moins que l'année dernière. Donc déjà, c'est un peu mieux. Il y a une deuxième rentrée littéraire qui a lieu en janvier. Avant, on disait que c'était une plus petite rentrée littéraire, c'est de moins en moins le cas. Mais bon, pour l'instant, on va s'intéresser à celle de septembre parce que déjà, il y a beaucoup de choses. Je vais vous présenter moi ce que j'ai reçu. Donc il y en a beaucoup que j'ai demandé, que je voulais absolument lire. Maintenant, il va falloir tout lire. Et là, je pense que je vais pleurer un petit peu. Je commence à me demander si dormir est vraiment si important que ça ou pas. Puisque pour le travail, j'ai une soirée début octobre où je dois présenter donc quasiment toutes mes lectures. Et autant vous dire que je sais ce que je vais lire les prochaines semaines. Alors, on commence avec la rentrée Bellefond. Chez Bellefond, j'ai repéré deux romans. Sous les branches de Ludala et Les jours de silence. Alors, on va commencer avec Sous les branches de Ludala. Moi, j'ai cette version, donc les épreuves non corrigées. J'ai vu sur plusieurs sites une autre couverture. Je sais pas laquelle sera la définitive. J'avoue, j'ai une préférence pour celle-ci. Maintenant, on verra bien. De quoi ça parle Sous les branches de Ludala? On suit Ijeoma, qui est une jeune fille qui vient de perdre son père. Du coup, sa mère l'envoie chez un prof de grammaire pour y vivre. Faut savoir qu'on est à Biafra. Donc Biafra, c'est un petit état qui était sécessionniste dans le sud-est du Nigeria. Ça a provoqué la guerre civile, donc la guerre civile du Nigeria, qui était dans les années 70, pile donc l'époque où nous sommes. Et donc on suit Ijeoma, j'espère que ça se prononce comme ça, Ijeoma, je pense que ça se prononce comme ça, qui va faire la connaissance d'Amina, qui est une jeune orpheline qui est dans ce village. Elles vont tomber amoureuses, sauf que c'est très compliqué dans un pays où l'homosexualité est considérée comme un crime. Voilà, en gros, je les ai pas lus encore, mais je dois dire que ce thème m'intéressait. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, surtout Biafra, années 70. J'avoue que voilà, je connais pas, donc j'étais plutôt intriguée. Voilà, plus qu'à le lire maintenant. Celui-ci sortira le 23 août. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos à chaque fois le titre, l'auteur, la maison d'édition et quand il sort. Donc vous aurez vraiment toutes les infos en dessous. Deuxième roman chez Bellefond, Les jours de silence de Philippe Lewis. C'est un roman d'apprentissage qui nous emmène dans les Appalaches, plus précisément dans une maison qui est faite de verre et d'acier et dont tout le monde dit qu'elle est maudite. Dans cette maison, c'est la maison des Aster. C'est une maison de famille où toute la famille semble être passionnée de littérature. Le père écrit. Finalement, ils sont tous passionnés de littérature, mais ils sont incapables d'utiliser les mots pour parler de leurs émotions, échanger entre eux. À côté de ça, c'est une famille, tout ce qui semble être le plus normal, de parents, deux enfants, une fille, un garçon, bref, la banalité absolue. On se retrouve des années plus tard et Henri Junior, donc notre petit garçon, a bien grandi et il décide de fuir pour essayer de
de retrouver son père et surtout de comprendre pourquoi ce père qu'il admirait tant a un jour quitté la famille sans prévenir et en emportant son manuscrit. C'est un roman qui est comparé beaucoup à Faulkner, à Salinger. Donc je dois dire que moi ça m'inquiète un peu. Enfin, j'aime pas trop le jeu des comparaisons, donc souvent ça me donne certaines attentes que j'aurais pas eu sans. Donc bah, maintenant on verra bien. Pareil, il paraît le 23 août. On passe maintenant à Buchet-Chastel. Chez Buchet-Chastel, j'ai repéré Chaos d'Hector Matisse. C'est un premier roman. On est dans une sorte de dystopie, dans un univers qui pourrait être le nôtre, mais qui n'est pas le nôtre. Et on va faire la connaissance de Sitam. Sitam, c'est un jeune qui est passionné de jazz, de littérature. Et un jour, il va rencontrer Capu et va tomber sous son charme. Le début de leur histoire se passe très bien. Jusqu'au jour où il y a des sirènes, des explosions partout dans la ville. Il est temps de s'enfuir, de quitter cette ville. Et ils vont décider d'attraper un des derniers trains qui part pour la zone, la grisâtre. C'est le pays d'origine de Sitam. Et commence alors un road trip à travers l'Europe, les banlieues et aussi la précarité. Un road trip, apparemment ça va être une langue très, très musicale, un peu qui rappelle le slam. Donc j'avais bien envie de tester. Buchet-Chastel me sort souvent de ma zone de confort. J'ai souvent des très bonnes surprises avec eux. Donc bah on va tenter et puis on va voir. Il sortira lui le 16 août. On passe maintenant à la rentrée de chez Lattès. Chez Lattès, j'en ai repéré 3 livres. Enfin pour être plus exact, j'en avais repéré un surtout. Et j'ai reçu 2 autres d'auteurs que je n'ai jamais lus, donc ça va être l'occasion. Surtout, j'avais donc repéré le nouveau John Boyne, Les Fureurs Invisibles du Cœur. Faut savoir que j'adore John Boyne, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit en jeunesse. J'ai pleuré, je pense, quasiment à chaque fois. Donc je m'attends à pleurer avec celui-ci aussi. Les Fureurs Invisibles du Cœur, ça nous emmène en Irlande, entre les années 40 et nos jours. On va suivre Cyril Avery. Cyril Avery, donc depuis qu'il est petit, ses parents adoptifs lui disent qu'il n'est pas un Avery, il ne le sera jamais. Il a été adopté et voilà, il faut qu'il considère ce temps comme une pension et que voilà, il profite des 18 années qu'il va passer en leur compagnie, mais voilà, il ne sera jamais un vrai Avery. Il va découvrir, je ne sais pas encore comment, que sa vraie famille, il est issu d'une fille-mère qui a été mise à l'écart de sa communauté, qui a été bannie. Et à côté de ça, donc il grandit chez les Avery, qui est un couple dublinois qui est plutôt aisé, assez excentrique. Et Cyril va créer son identité avec tout ça, toutes ces familles différentes. Il va essayer de passer outre tous les stéréotypes qui peuvent courir en Irlande. Il va essayer de forger sa propre identité au fil des rencontres. C'est une histoire de l'Irlande, donc des années 40 à nos jours. C'est John Boyne, donc je pense que je vais pleurer. Je sais pas encore comment, mais je m'en doute. Ça a plu, enfin vraiment, si vous n'avez jamais lu ce qu'il a fait en jeunesse, n'hésitez pas, foncez. Et je vous dirai bientôt pour celui-ci, il sort le 22 août. Comme je vous disais, j'en ai reçu donc 2 autres. J'ai reçu Tous les hommes désirent naturellement savoir de Nina Bouraoui. Alors j'ai pas trop d'infos dessus. Si ce n'est que c'est une histoire sur le désir et la violence, les origines du désir et de la violence, qui se passe dans les années 80. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit de ce que je savais dessus. Ça se passe... j'ai jamais lu de Nina Bouraoui, j'en ai toujours entendu beaucoup de bien, surtout pour Beau Rivage. C'est l'occasion de découvrir et de tenter. Pareil, il sort aussi le 22 août. Et le dernier reçu, c'est Janet de Michel Fitoussi. C'est une biographie romancée de Janet Flanner. Janet Flanner, c'était la correspondante pour le New Yorker à Paris.
Donc elle écrivait les chroniques, enfin des chroniques littéraires, elle écrivait aussi des portraits, elle a fait les portraits de Gaulle, Hitler et d'autres. Elle faisait aussi enfin, des chroniques plutôt mordantes. C'est une des journalistes les plus connues aux États-Unis. Elle a été à Paris donc des années 20 aux années 70. C'était une grande féministe, sauf que bah, son nom n'a pas tant que ça perduré. Euh, Elle est beaucoup moins connue que d'autres féministes en tout cas. Personnellement, je la connaissais pas. Donc bah voilà, j'ai hâte de découvrir sa vie. Les thèmes me parlent bien, donc il n'y a plus qu'à. Ça va vraiment être l'occasion de découvrir ce qui lui est arrivé. C'est une figure des années 20 de Paris, donc il n'y a plus qu'à. Celui-ci paraît un peu plus tard, il sortira le 5 septembre. Chez Jacqueline Chambon, une magnifique couverture avec Cyclara de Martha Bailly. C'est un court roman qui nous emmène au cœur de 4 vies qui vont entrer en collision. Les 4 vies sont complètement différentes. C'est un roman choral avec des chapitres très très courts. J'ai commencé rapidement l'autre jour et vraiment les chapitres, enfin c'est pas vraiment des chapitres, disons que c'est des moments avec les personnages qui vont nous parler. Et en moyenne un personnage nous parle 4-5 pages avant de passer à un autre. Ce roman nous parle de littérature, d'art, de folie, de la réalité. Ça nous interroge sur nos vies finalement. Et voilà, je suis curieuse, je sais pas trop à quoi m'attendre. Plus qu'à voir, plus qu'à lire. Il sort en septembre, j'ai pas la date exacte. Chez Kalman Levy, cette maison est la tienne de Fatima Farin Mirza. On en profite pour admirer la nouvelle charte graphique, que j'aime bien, même si j'aimais beaucoup la précédente. Maintenant, j'ai pas encore vraiment regardé l'intérieur, si ça avait changé, je verrai à la lecture. Nous sommes en Californie, nous suivons une famille, notamment Amar. Amar est fâché avec sa famille depuis 3 ans, depuis que ses parents ont refusé qu'il épouse celle qu'il aimait. Il va retrouver ses sœurs à l'occasion du mariage de l'une d'entre elles, Adia. Ce mariage, ça va être l'occasion de se souvenir, de repenser à l'enfance et notamment de se rendre compte à quel point cette maison alterne entre tradition chiite des parents qui sont nés en Inde et le rêve américain de ces Californiens. Cette maison et la tienne nous entraînent dans une espèce de fresque familiale. On va voir chaque enfant qui va essayer de jouer des interdits pour essayer de grandir librement, de se créer sa propre identité. Je dois avouer que si j'avais juste lu ce que j'en avais vu, enfin si j'étais restée là-dessus, j'avais pas tellement envie de le lire. Et puis Kalman a diffusé en direct en présentation Facebook Live l'autrice qui parlait de son livre et elle m'a complètement convaincue. Donc il n'y a plus qu'à le lire et voir maintenant ce qu'on aura pensé. Il sort le 16 août. L'autrice sera là au Festival America qui a lieu à Saint-Maur en septembre. Il y en a plusieurs, je vous les signalerai à chaque fois. Chez Autrement, Wild Side de Michael Imperioli. Visiblement, c'est l'acteur des Sopranos pour les fans de la série. J'avoue que j'ai jamais regardé, donc voilà. On est dans les années 70. Matthew a 16 ans. Il a jamais connu que le Queens. Il vit seul avec sa mère. Et un jour, il va hériter de façon complètement inattendue et ça va tout changer. Il quitte le Queens, il se retrouve à Manhattan, vous voyez, version ce qu'on voit de New York, enfin ce qu'on imagine de New York en tant que touriste à chaque fois. Sa nouvelle vie commence, son voisin c'est un musicien, un certain Lou Reed. Voilà, tout va changer. C'est vraiment un nouveau tourbillon, une nouvelle vie. Maintenant, est-ce
que ça ne va pas le perdre? À voir. Pareil, l'auteur sera là pour le Festival America. Donc je vais le lire sous peu. Il y a juste un truc qui me fait peur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas, enfin que je suis pas fan des comparaisons. Et celui-ci est comparé à l'Attrape-Cœur. Ce qui me fait un peu peur parce que l'Attrape-Cœur, je l'ai lu ado comme beaucoup. Il m'avait beaucoup plu à l'époque et je me méfie un peu de la comparaison qui est toujours un peu facile avec ce roman. Celui-ci donc paraîtra le 29 août. Et chez Actes Sud maintenant, un beau pavé Actes Sud. Je sais pas, j'avais très envie d'années 90. J'étais dans une période un peu revival. J'écoute beaucoup de musique des années 90 et ça commence à déteindre sur mes lectures. Nous voici en août 92. C'est un été de canicule, c'est parfait pour en ce moment. On est dans l'est de la France et on va suivre Anthony. Anthony, il a 14 ans. Lui et son cousin s'ennuient, ils décident de voler un canoë et de partir voir la plage des Cunus. Qu'est-ce que ça leur apporte? Anthony découvre son premier amour, son premier été qui va vraiment compter finalement. Et dans ce roman, on va plonger dans 4 étés des années 90, entre donc 92, Nirvana, etc., jusqu'à la Coupe du Monde de 98. C'est un récit d'époque, fin d'une époque, c'est un récit d'adolescence. Moi, c'est ce qui me faisait très envie. J'aime bien les récits d'adolescence. J'avais envie d'années 90, donc voilà, il n'y a plus qu'à le lire. Il paraîtra le 22 août. On approche tout doucement de la fin avec l'avant-dernière maison d'édition, les éditions de l'Observatoire. À la dernière rentrée, donc celle de janvier, il m'avait bien surprise. À la rentrée d'avant, encore plus. Donc maintenant, je regarde assez facilement ce qu'ils vont publier. Je me laisse convaincre très facilement aussi. Et notamment avec Réal de Guillaume Sire. Donc lui va paraître le 22 août. Enfin, les deux paraîtront le 22 août d'ailleurs. Réal, donc Guillaume Sire, j'avais lu il y a 2 ans maintenant Où la lumière s'effondre, dont le pitch m'avait beaucoup tenté et finalement j'avais pas été plus convaincue que ça. Mais voilà, celui-ci me tente encore plus. On suit Johanna. Johanna, c'est une jeune fille qui rêve d'être aimée, qui rêve de vivre un conte de fées. Enfin, elle rêve d'être la personne la plus aimée du monde. Elle l'est par sa mère, par son père, par sa meilleure amie, mais elle veut toujours plus. Elle veut être quelqu'un, voilà. Mais elle a aucun talent particulier qui pourrait faire qu'elle soit connue. Un jour, en 2001, elle va être sélectionnée pour un nouveau type d'émission télé. Ça va la propulser complètement dans une nouvelle aventure. Maintenant, est-ce que c'est ainsi Enfin, c'est ça qui va faire qu'elle va être mieux qu'avant? Est-ce que finalement, c'est vraiment ce qu'il lui fallait? On va voir, il ne nous reste plus qu'à le lire pour le savoir. Et l'autre, donc chez l'Observatoire, admirez cette couverture qui est juste sensationnelle. Elle est magnifique. C'est La saison des fleurs de flammes de Aboubacar Adam Ibrahim. C'est un premier roman. Il a obtenu le prix, le Nigeria Prize for littérature, qui est un des plus grands prix du Nigeria. J'avoue que moi, avec la couverture, il m'avait déjà convaincue, hein, il faut le dire. On va suivre Binta qui rentre et qui surprend Reza, un dealer, qui s'est introduit chez elle avec un couteau à la main. Et plutôt que de fuir, de le poursuivre ou je sais pas ce qu'on ferait, mais elle va s'attacher à ce dealer. Entre eux, il va y avoir une attirance, une passion complètement surprenante entre donc ces deux êtres complètement différents. Elle a 30 ans de plus que lui. Elle le surprend quand même un couteau à la main chez elle. Bon. La passion est malgré tout plus forte que ça. Il va y avoir beaucoup de tabous qui vont être abordés dans ce roman. La corruption politique, Boko Haram, la sexualité des veuves. Bref, comment ne pas succomber à ce livre? Je suis impatiente de les lire. Il va aborder des thèmes qu'on voit pas trop ailleurs.
tout cas, moi, j'en ai pas lu sur ces thèmes-là. Je suis vraiment très très curieuse et je suis amoureuse de cette couve. Ça fait 3 fois que je vous le dis, mais vraiment. Et pour finir, la rentrée du Cherche Midi, donc j'ai les 4 romans qui vont sortir pour le Cherche Midi. On commence avec le plus court, soif, mais soif, de Jean-Marie Gouriot. Alors je connaissais Jean-Marie Gouriot pour les Brèves de comptoir que j'avais eu l'occasion de voir au théâtre. Ça m'avait bien fait rire à l'époque, donc je pense que je pourrais rire avec son roman, qui est un espèce d'ovni assez court qui fait 105 pages. Donc voilà, ça va se lire très vite. C'est sur l'histoire d'un écrivain qui n'écrit pas assez, qui s'en veut. Du coup, il boit pour oublier. Sauf que il boit trop, il ne peut plus écrire. En plus, autour de lui, les auteurs, personnages de sa bibliothèque lui parlent. Il a besoin de silence pour pouvoir écrire correctement. Pour obtenir le silence, il boit trop, il peut pas écrire, et c'est un espèce de cercle vicieux qui s'est mis en place. C'est une espèce d'histoire de la littérature contemporaine, de la difficulté d'écrire. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. L'auteur m'a bien convaincue pendant la soirée du Cherche Midi. Je pensais pas, et finalement j'ai bien envie de le lire. Je suis très curieuse. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Il sortira le 30 août. On passe à un autre roman très court. C'est Adoration de Jimmy Levy. L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, il a sorti Petite Reine, qui a beaucoup fait parler de lui, qui apparemment était vraiment fabuleux, incroyable, très très fort, que je n'ai donc pas lu comme vous l'avez compris, tout simplement parce qu'on m'a dit qu'il y avait des scènes assez dures dedans et que je me suis dit que j'étais pas assez, enfin j'étais beaucoup trop sensible pour le lire. Maintenant, j'avoue que je suis de plus en plus curieuse de me laisser tenter quand même par Petite Reine à l'occasion, rien que pour découvrir encore plus l'écriture de Jimmy Levy. Là, c'est un roman qui est aussi court. C'est un texte qui, visiblement, d'après ce qu'on nous en a dit, ne laisse pas indifférent. Le narrateur, qui ne va pas être nommé, tombe sous le charme de L, la lettre L, qui ne sera donc pas plus nommée que ça. C'est une passion, une adoration, le titre vous le dit, qui est complètement destructrice. Le livre est construit sous forme de puzzle, de fragments. C'est vraiment une histoire, enfin on nous raconte l'histoire de façon fragmentaire, donc faut pas s'attendre à quelque chose de linéaire. Voilà, ils se rencontrent, ça se passe comme ça, et puis ça finit comme ça. Là non, on va alterner différentes époques, différents moments, sans forcément lien logique. C'est un naufrage puisque la femme est malade, elle est bipolaire, et que le narrateur va chercher à la sauver. C'est une histoire d'une emprise plus que d'une passion. C'est vraiment l'adoration. C'est un roman qui touche à l'intime, à l'histoire personnelle. Donc voilà, j'avoue, je l'ai regardé un petit peu, j'ai lu les premières pages, j'ai pas encore lu plus que ça. Effectivement, on voit que Jimmy Levy, c'est une plume parce que vraiment, on accroche, on comprend pas tout au début, mais on a envie de lire la suite, on se demande ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je vous disais que j'avais de plus en plus envie de lire Petite Reine. En attendant, celui-ci sort le 23 août. On enchaîne avec un de ceux qui me fait le plus envie. C'est Lou et les hommes d'Emmanuel Pierrotte. J'avais lu il y a 2 ans déjà De Profundis, qui était son deuxième roman, qui m'avait bien plu. J'ai toujours pas lu le premier, qui était l'année d'avant, à l'occasion je pense. Nous sommes dans un roman historique et d'aventure. En 1663, on va découvrir Armand de Canignac, qui n'a que son nom pour lui, puisqu'il a été déchu de son titre de noblesse. Un jour, il est dans un salon à Paris, et il voit passer une jeune amérindienne, qui autour du cou a un collier avec un saphir. La dernière fois qu'il a vu ce saphir, c'était auprès de son frère qui a été condamné aux galères depuis et que tout le monde pense mort. Donc comment le saphir est arrivé au cou de cette demoiselle? La question est posée.
Le marquis va donc nous entraîner dans un roman d'aventure sur les terres iroquoises. On est à la fois dans une quête initiatique oula, et dans une aventure à la Dumas. Euh, Comment ne pas le lire, quoi? Enfin, le pitch donne super envie. Et il y a eu énormément de retours très positifs. Les libraires qui ont déjà eu l'occasion de le lire étaient hyper enthousiastes. Euh, Au boulot, on me demande sans arrêt des romans d'aventure, des romans historiques et des trucs récents vraiment très chouettes. J'en avais pas des masses à conseiller. Donc j'étais vraiment à la recherche d'un titre qui corresponde à ces demandes. Voilà, je crois que je l'ai trouvé, je sais plus quel lire. Il sort le 23 août. Et le dernier, qui est juste pas si énorme que ça par rapport aux autres qu'il fait d'habitude, c'est L'Arbre Monde de Richard Powers. Richard Powers, c'est un auteur qui sort régulièrement des romans, c'est le 12e celui-ci. À chaque fois qu'il sort un nouveau roman, je me dis oh là là, il a l'air super intéressant, qu'est-ce que je le lirai bien. Mais il est énorme et j'ai pas le temps et je me dis je le lirai à l'occasion quand j'aurai un peu plus de temps, que j'aurai une palle un peu moins énorme. Et finalement, je n'en ai donc toujours pas lu. Celui-ci ne fait que 500 pages, donc il n'est pas énorme par rapport aux autres. Il est considéré comme un des meilleurs de ses romans, donc je pense que c'est une bonne façon de commencer avec lui. Ça nous parle des arbres, l'arbre monde, c'était facile. On va suivre 9 personnages qui sont liés aux arbres et dont les destins, les vies vont se rejoindre. On trouve notamment un vétéran de la guerre du Vietnam. On va suivre un botaniste semble un peu plus en lien. On va suivre aussi un informaticien paraplégique. Un des personnages, c'est le séquoia. Bref, vous voyez toujours un lien avec les arbres et avec la nature et l'humanité. On peut considérer ce livre comme un drame écologique. Ça nous interroge donc sur la nature, sur les liens avec nos liens avec la nature. Il y a plusieurs parties dans le roman, visiblement, donc je vous rappelle que je ne l'ai pas lu encore. J'ai hâte de voir ça. Pareil, l'auteur sera présent au Festival America, donc je l'aurai lu d'ici là. Il paraît le 6 septembre. Voilà, vous savez quoi faire. En tout cas, moi, je sais quoi lire. Il me reste... Enfin, il me reste. J'ai donc 18 livres à lire d'ici fin septembre. Je pense arrêter de dormir, en fait, tout simplement. Et lire uniquement la rentrée littéraire. Je ne vais pas lire les autres livres qui m'attendent sagement. Je ne vais pas lire de BD, de manga. Je vais lire la rentrée littéraire et la rentrée littéraire et la rentrée littéraire. Si vous en avez repéré d'autres, si vous en avez lu certains ou juste repéré sans les avoir lus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je les note, que je les découvre, que je les rajoute à ma pile immense. Et au cas où je ne saurais pas encore quoi lire, je pourrais les rajouter à lire. Pareil, si vous êtes présent au Festival America, n'hésitez pas à me faire signe, à me dire coucou, à me dire quand vous y serez. Et puis peut-être que ce sera l'occasion de se voir. Moi je vais essayer d'y aller, c'est pas très loin du travail. C'est un festival que j'aime beaucoup, donc voilà. Et puis il y a pas mal d'auteurs que j'aimerais bien rencontrer. Enfin, il y en a, ça va être assez exceptionnel. Richard Powers, avoir l'occasion de le rencontrer, c'est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un peu plus longue que les autres vidéos qui arriveront par la suite. Cette semaine, j'ai prévu d'en lire 3-4, j'espère. Je suis pas hyper convaincue, mais en tout cas, je vais essayer. Donc j'essaierai de faire un point lecture, un update lecture la semaine prochaine pour vous dire ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. Et ce qui m'attend par la suite et est-ce que je vais réussir le challenge de lire les 18 d'ici fin septembre et est-ce que je vais me tenir à lire que de la rentrée littéraire. La réponse clairement c'est déjà non, mais on va essayer.